Je m'appelle Simone Loos. Je suis née à Senones. Ma maman était institutrice là. Et puis après, elle est devenue directrice d'une école de la rue d'Amérique. La rue d'Amérique existe encore, mais l'école a été brûlée, démolie, comme tout ce qui était dans la ville. Hein. Et puis après, elle a terminé sa carrière dans une baraque, à la Vigne-Henri, très loin. Elle a travaillé comme moi jusqu'à 60 ans, et elle allait à bicyclette à la Vigne-Henri faire classe. Elle a traversé toute la ville en ruine pendant des années. Elle a vu la reconstruction de la ville, comme ça. À ma naissance, mon père a acheté une auto. Alors, parce que Grand Rue, il fallait sortir, hein, c'est loin. Mes parents faisaient du vélo avant. Oui. Et puis, on venait à Saint-Jeff souvent le jeudi faire des courses. Et puis, mon père suivait des cours en étant officier de réserve. Il suivait des cours à la caserne pour continuer, puisqu'en 1939, il a été de nouveau mobilisé. Ouais. D'ailleurs, en 1940, il a quitté Saint-Jeff. J'avais un frère qui avait dans les 18-19 ans à l'époque. Et en juin 1940, il a dit « je ne reste pas ici ». Alors moi, j'étais restée avec maman. Puis j'avais un grand-père qui habitait Moussé et qui est venu nous rejoindre. Mon grand-père avait dans l'époque déjà 70 ans. Et il continuait à travailler. À l'usine textile, on travaillait encore là. Hein. On attendait l'arrivée des Allemands. Donc je vous dis, mon père et mon frère sont partis. Et donc on n'a plus de nouvelles. Et puis les Allemands sont arrivés vers le 20-22 juin. Ils occupaient déjà une grande partie de la France et ils sont arrivés ici presque pas en dernier, mais assez tardivement. Et comme on habitait un appartement dans une école, c'était la place où est la place du marché maintenant, là. Eh bien, les Allemands sont venus tout de suite. Il y avait des classes, ils voulaient occuper. Et puis ils sont montés dans les appartements, c'était rue de l'Orient. C'était dans un bâtiment scolaire. Mais les salles de classe n'étaient pas dans le bâtiment, elles étaient à côté. Oui. D'ailleurs, il y avait des caves énormes, des bassins énormes. Quand il y a eu quelques combats d'avions, donc les gens venaient vite se protéger, là. Et puis après, alors, en 1944, on dormait dans les caves. Alors tout le monde venait. Oui. Avant, vers le 15 octobre, on a commencé à dire, oh là là. Et là, vous savez que les Américains, elles n'étaient pas loin, mais ne venaient pas. Hein. Ils étaient presque à la Roche-Saint-Martin et ils ne descendaient pas. On nous a toujours dit que le ravitaillement ne suivait pas, que ceci, que cela, enfin bon. Et puis on est resté là jusqu'au moment où un haut-parleur est passé à travers la ville en disant que très tôt le matin, en disant qu'à 9h du matin, tout le monde devait avoir quitté son appartement, sa maison. On prévoyait un petit peu ça. Alors, je sais que j'avais donc mon père, maman, mon grand-père. Eh bien, on avait préparé chacun son petit bagage avec quelques vêtements pour envisager un déplacement. Mon père avait même acheté une petite charrette sur laquelle on a mis, je sais pas, un matelas, une couverture. Moi, comme on faisait du camping, alors j'avais encore mon matelas pneumatique. J'ai pris mon matelas pneumatique qui m'a bien servi par la suite. Et puis on est parti à 9h du matin, une file de personnes, et le grand pont, ce qu'on appelait le grand pont, qui est toujours le pont principal, était interdit, c'était réservé aux troupes. Donc il fallait prendre le pont de la rue du 10e.
La neige tombait, il y avait des petits flocons de neige. Ben, puis on avait été mal nourris, on était mal vêtus, hein, mais c'était comme ça. Et puis nous nous sommes arrêtés rue du 10e où il y avait l'école et des caves. Mes parents connaissaient bien les responsables des écoles et on dit venez là. Mais là, dans les caves, il y avait aussi un monde fou. Tout le monde se serrait dans les caves. Puis on est resté là. Et puis après un beau jour, eh ben oui. On a dit les ponts, ils ont fait sauter les ponts. Et puis avec mon père, on a dit, puis ils ont fait sauter les ponts, mais on voudrait bien savoir comment c'est de l'autre côté. Parce qu'on attendait toujours les Américains, ils ne venaient pas. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus de maison. Explosée et brûlée. Toujours est-il que les jours suivants, les Allemands sont revenus et ont rebrûlé le reste de la rue de l'Orient. Ils n'ont pas tout brûlé parce qu'en face, il reste des maisons. Si vous connaissez la rue de l'Orient, si vous y allez vers la place du marché, il y a encore quelques bâtiments anciens et c'était mes voisins. Alors là, on est parti avec notre charrette. J'avais deux tantes qui habitaient à l'époque à Saint-Staille, Grand Rue Saint-Staille. Eh bien, on a dit, on va chez elle, sans prévenir. On n'avait pas de téléphone à l'époque, et puis il n'y avait plus rien. Alors, on est parti à pied, faisant la route. Maman, qui était directrice d'école, gardait le contact. Il fallait recréer des écoles, retrouver. Hein. Et donc, ils allaient à pied, ils retournaient à pied, comme ça, ils revenaient. Moi, je restais, je me détendais. Je dis non. Mais j'avais passé la première partie du bac, juste. Donc, il fallait que j'aille en terminale à l'époque. Alors, en janvier, maman et moi, il fallait retrouver un logement d'abord. Et c'était très difficile. Alors, on a trouvé 2 pièces. Mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il a fallu faire mettre des conduits, trouver de l'eau. Enfin, inimaginable. Il n'y avait plus que dans la rue d'Alsace où il y avait des maisons, hein, de l'autre côté de la Meurthe, oui. Je m'appelle Roger Michel. Je suis né le 11 juillet 1930 à Gérardmer. Mon père était entrepreneur. Il avait 2 frères jumeaux avec lui dans l'entreprise. Elle était au-dessus, là, sur le boulevard Kelch, au départ. Je l'ai connu là-bas. J'ai connu encore mon grand-père. J'avais 12 ans quand il est décédé. On habitait la maison, cette grosse maison là, qui était sa maison qu'il avait construite en 1910. La grosse maison qui est au-dessus là. Et les premiers bureaux de l'entreprise étaient là-haut. Voilà. En 1944, voilà comment c'était. Novembre 1944, quand les Allemands brûlaient la ville. Moi, en 1944, j'avais 14 ans. On était réfugiés sur le boulevard Kelch. Comment ça s'est passé? Déjà, les Allemands voulaient brûler toute la ville, comme à la Bresse. Hein. Ils laissaient rien. Sur le coup, je ne réalisais pas exactement qu'on était en danger de mort par le fait. Ce qu'on réalisait, c'est qu'on avait faim, qu'on n'avait plus rien à manger. Et avec des copains, on allait voler des vivres aux Allemands, on allait chercher de la soupe à la roulante qui était là, dans un atelier à côté, là, ici. Voilà ce que, à l'époque. C'est au mois de septembre, quand Himmler est venu, le soir même, à minuit, l'appariteur est passé dans les rues et a annoncé tous les hommes valides de 14 à 60 ans, donc j'aurais dû y aller, mais j'y suis pas allé parce que mon père a dit « t'iras pas, tu te cacheras, tu diras que t'as 12 ans, j'étais pas très grand à l'époque, hein, et
il annonçait tous les hommes valides de 14 à 60 ans se rendront demain à Langemer munis de vêtements chauds, et puis d'outils, voilà. Et donc, tous les Jérômois sont partis, qui restaient valides, sont partis à Langemer. Mon père, qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui était reparti à la Deuxième Guerre en 39-45, et qui était handicapé, qui avait perdu un œil, il n'avait plus qu'un œil, il a encore parti à Langemer. Alors, ça, c'était pour tenir les hommes qui restaient à Gérardmer, les Allemands. Ils avaient fait ça. Les ordres d'Himmler, c'était ça. Donc, tous les hommes de Gérardmer, depuis les plus jeunes, hein, puisque moi aujourd'hui y allais, hein, j'ai des copains qui sont allés, hein, qui avaient 15 ans. Hein, et ils allaient à Langemer tous les jours, ils leur faisaient creuser des tranchées pour rien, ça ne servait à rien les tranchées. Mais ils leur faisaient creuser des tranchées, et puis ils revenaient le soir, et tous les matins, ils y retournaient, et tous les matins, il y avait appel. Hein. Alors, s'il y en avait qui manquaient, ils allaient chez eux les chercher, voir s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas partis au maquis. Hein. Et puis un beau jour, ça a dû être début novembre, je crois. Un beau jour, ben, ils sont arrivés là-bas le matin. Les SS sont arrivés avec les chiens, ils les ont enfermés dans l'usine. Il y avait une grosse usine, là, à Blanchiment. Ils les ont enfermés dans l'usine, et puis ils leur ont fait monter la chouque à pied, ils les ont embarqués, ils les ont déportés en Allemagne. Alors qu'ils n'avaient rien fait, c'était pas des maquisards. Hein. Alors les Allemands, ben, ils ont brûlé la ville. Hein. Ce jour-là, je suis sorti sur le trottoir pour voir la maison brûlée. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand les Allemands nous ont... Parce que ça s'est passé en deux fois. La première zone, ils ont pris le plan de la ville, hein, et puis ils avaient d'abord, à la demande du maire de l'époque, il avait demandé qu'il reste une zone plus grande. Donc la première zone, notre maison, là, elle restait. Elle n'était pas dans la zone qui brûlait. Et puis après, comme ils voulaient tout brûler, ils voulaient absolument tout brûler, hein, nous faire partir. Ils ont réduit la zone. Donc nous, on était contraints à partir. Alors dès ce moment-là, mon père est parti se cacher chez son copain parce qu'il ramassait tous les hommes qu'il trouvait. Hein. Mon père s'est caché avec des autres Jérômois qui étaient avec. Et nous, avec ma mère, parce qu'on essayait de sauver un peu des affaires, des souvenirs, tout ça, un peu du linge, de la vaisselle, machin. Et à l'époque, il y avait 30-40 cm de neige, hein, en plus. Et les routes, évidemment, elles n'étaient pas déblayées. Hein. Et avec ma soeur qui avait 20 ans, moi 14, ma maman, on avait pris une vieille schlitt. Vous savez ce que c'est une schlitt? C'est une grosse luge, quoi. On avait pris une vieille schlitt qui avait l'entreprise et on a fait des allers-retours depuis là jusqu'à l'hôtel. Alors, vous voyez, ça fait à peu près quoi, 500-600 mètres. On a fait des allers-retours avec tout ce qu'on pouvait, d'affaires, de vêtements, un peu de vaisselle, enfin des choses, ce qu'on pouvait sauver, quoi. Voilà, on a fait ça. Pendant 2 jours. On est parti 2 jours, 3 jours après. On est revenu parce que mon père avait tout de suite réussi à refaire les annexes de l'entreprise, là. Pour faire un bureau tout de suite pour l'entreprise, pour l'entreprise, hein.
et puis pour nous loger. Voilà. Donc on est revenu, je vous dis, à la mi-juillet 45, avec ma sœur et moi. Et donc mon père, il a tout de suite, pour déjà avoir un local pour pouvoir retravailler, hein, puisque il a tout de suite mis à bout de toit avec ce qu'il récupérait, puisqu'il n'y avait plus rien. Hein. Il fallait récupérer les matériaux qui étaient encore valables. Donc mon père, il avait déjà refait tout de suite le bout là, remis à bout de toit là, et puis après, il a refait tout de suite la partie là. Toute la partie là, il a remonté les murs, tout ça, comme c'était avant, et puis il a remis un toit, et puis là, on avait notre appartement, et là, il avait, puisque ma soeur, elle s'est mariée au mois de septembre, après, et pareil, ils n'avaient pas de logement, donc il y avait un autre appartement là qui était pour ma soeur, voilà ce qui était refait sur les ruines de ce qui existait avant. Voilà. Eh bien, je m'appelle Georges Thiebaud. Je suis né le 22 avril 1936 à Corcieux. On avait un magasin de quincaillerie, ici dans la maison où j'habite. Une quincaillerie où on vendait absolument de tout. Tout ce qu'on trouvait à l'époque, tout ce qu'on trouve maintenant sous blister dans les grands magasins, on vendait de tout. De la peinture, des pointes, des assiettes, des articles d'écoliers, des sabots, des fourneaux, des cuisinières, de tout. Et mon père, en parallèle, avait fondé en 1935, avant de partir, avant d'être mobilisé à la guerre, il était ferblantier, il avait un atelier de ferblanterie. Ferblantier à l'époque, ça consistait à quoi? Remettre des fonds à des seaux, faire des chéneaux, aller les poser, des cheminées, travailler sur les toits, travailler dans tous ces métiers du bâtiment déjà à l'époque. Bon, mon père est parti, a été mobilisé en 1939 et il est rentré en 1945. J'ai été privé de mon père pendant 6 ans. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était partir de l'école à 14 ans pour travailler avec mon père, quoi. C'était mon but. Tous les jeudis, toutes les vacances, j'étais avec eux, on avait des ouvriers, cavaler sur les toits, c'était mon bonheur de me promener sur les toits, d'être avec eux là-haut, sur les toits, partout, j'étais heureux. Bon, à Corcieux, disons, on n'a pas été beaucoup occupés par les Allemands. Il y avait une demi-douzaine d'Allemands qui vivaient ici à Corcieux, qui étaient connus un peu de tout le monde. Moi j'étais gosse, on était gosse, alors on avait beaucoup moins de rapport avec eux que les grandes personnes, disons. Mais bon, ils se promenaient dans la rue, il y en a qui leur disaient bonjour, et puis il y a eu l'histoire du 6 juin 44, déjà, il y a eu l'histoire du 6 juin 44, alors là, ça a été le gros drame de cette histoire, c'est que le maquis de Corcieux, il y avait un maquis très important à Corcieux, ils sont allés attaquer une garnison à Tintru, ils ont fait 200 et quelques prisonniers. Ils étaient, je ne sais pas combien de maquisards. Le matin du 6 juin, les Allemands se sont révoltés forcément. Ils ont fait des prisonniers, dont mon instituteur de l'époque qui a été fusillé le même jour dans la cour de l'hôtel du commerce, quoi. Et puis bon, on s'est retrouvés au mois de novembre 1944 avec plus rien du tout. Plus rien. Ça a brûlé la nuit du 14 au 15 novembre. Le matin du 14 novembre, ils sont passés dans la rue, les Allemands, avec une voiture avec un haut-parleur. Ordre d'évacuation, mais ça faisait quand même 3 jours
quand on voyait passer des convois de réfugiés qui arrivaient vers Corcieux, vers ici. Il y en avait partout dans la campagne, ici. Et nous, le jour-là, bon, on était 5, on était 4, et puis toutes les nuits, on allait coucher à la cave. Moi, depuis le 6 juin 1944, j'ai plus eu d'école. Mon instituteur a été fusillé, c'était au mois de juin. On était proche des vacances. Les vacances sont arrivées au mois de juillet. On n'avait toujours pas retourné à l'école. Juillet, août, septembre, personne. Au mois d'octobre, la rentrée, personne. L'incendie de Corcieux, j'ai pas retourné à l'école depuis le mois de juin. J'ai retourné à l'école au printemps 45. Avec les familles qui étaient avec nous, qui dormaient avec nous dans la cave, là, on est parti chez mes grands-parents, là-bas. On a mis toute la journée pour arriver là-bas, faire 2 kilomètres, quoi. On a passé à travers les champs, il y avait des gosses, il y avait des... Moi, je suis parti de chez nous avec, j'avais un petit vélo, mon sac d'école et mon pyjama. On est parti chez mes grands-parents, et puis le soir, on a vu Corcieux tout brûler. On était par la fenêtre, là. La maison existe toujours, là. On a vu Corcieux brûler, on a vu tomber le clocher, on a vu tomber tout les explosions, les quelques explosions qu'il y avait, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de bouteilles de gaz, encore quelques bouteilles de gaz qui ont explosé, par-ci, par-là, c'est tout. Et puis, enfin, c'était un brasier fantastique, quoi. Et tout autour, alors on voyait brûler Gérardmer, on voyait brûler Saint-Léonard, Saulcy, Anould, Saint-Dié, ça a tout été dans la même période de 24 heures où tout ça a brûlé, quoi. On s'est retrouvés 2 jours après, quand je suis revenu ici avec ma mère. Mon père n'était toujours pas rentré de prisonnier, puisque mon père est rentré qu'en 1945. Quand je suis venu là devant notre maison, il n'y avait plus rien. Plus rien. Mais mes parents, mon père est rentré de prisonnier au mois de mai 1945. Et bon, il a cherché tout de suite dans les ruines. Il a trouvé un copain qui lui a prêté un hangar là auprès du cimetière où il a aménagé 2 chambres, une petite cuisine, et puis un petit magasin pour ma mère, pour toujours avoir son petit magasin, toujours avec les fameux bonbons et matières après la guerre qui existaient toujours, pour avoir un peu de marchandises à vendre, ça commençait à se développer un petit peu. Et puis, dans le même temps, la reconstruction de Corcieux a commencé. Et comme nous, ici, la maison n'était attachée à aucune autre, le propriétaire de l'époque, M. Babel, qui s'appelait, ça a été une des premières maisons qui a été reconstruite à Corcieux parce qu'elle n'était attachée à aucune autre. On a eu ce machin-là, et mon père, on en a bricolé là-dedans ce qu'il nous fallait pour... Et puis dans le même temps, il restait ici, derrière les ruines de la maison, il restait un petit hangar qui n'avait pas été détruit par la guerre, où il avait refait dedans son atelier pour recommencer à travailler, quoi, puisque au magasin, il fallait faire des tuyaux. On n'achetait pas de tuyaux. Les tuyaux en quincaillerie n'existaient pas, il fallait faire les tuyaux. Il fallait faire les coudes, il fallait tout faire. On vendait un fourneau, il fallait faire les tuyaux, il fallait tout. Tout s'enchaînait, quoi. C'était notre métier. Il y avait de la demande dans le métier, il y avait de la demande dans le travail. On ne cherchait pas, même de mon temps, on ne cherchait pas à aller travailler à Gérardmer, ni à Saint-Dié, ni n'importe où. On avait grandement du travail pour nous ici, tout seul. On était 3, 4 à l'atelier. On avait grandement du travail pour nous. Hein. On cherchait pas à faire de déplacement. Je m'appelle Gérard Lemarquis. Je suis né le 22 mars 1933, le jour même où Hitler
est entré au Reichstag, c'était le début du nazisme. Né à Gérardmer, et que je n'ai pas quitté. Ici en face, nous avons acquis la maison de mes grands-parents, qui est une maison ancienne, mais nous avons été élevés et nous avons vécu, nous, dans une maison neuve qui a été construite en 1933-34. C'était le début de la possibilité pour les gens modestes d'édifier leur maison individuelle. J'avais 7 ans à l'invasion en 1940, donc j'en ai des souvenirs très précis. J'ai même des souvenirs depuis 1938, où mon père a été rappelé, comme tous les Français qui étaient réservistes. Nous étions tranquilles un moment, mais vite, en 1939, eh bien, on s'est retrouvés dans la guerre et les hommes ont été rappelés le 24 août 1939. Ça a été la mobilisation générale. On s'est retrouvés dans une ambiance de guerre. Moi, j'avais 7 ans à l'époque. On a camouflé les lumières en disposant du papier bleu qu'on utilisait pour couvrir les cahiers d'écoliers autour des lampes. À cette époque-là, les prisonniers, on ne touchait rien, il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas d'allocation familiale. Donc, avec des dettes encore d'une maison qui n'était pas terminée de payer, puisqu'elle avait été construite au début des années 30, nous n'avions pas de moyens. Il faut dire que pendant la guerre, s'est instauré un système de marché noir qui n'était accessible qu'aux personnes disposant de ressources suffisantes. Et on avait droit à tant, il y avait des tickets pour l'habillement, des tickets pour l'alimentation. Tout était quantifié, le pain. Et encore, pour certains produits, par exemple le chocolat, il avait beau être quantifié, mais on n'en trouvait pas. Au point de vue alimentaire, ça a été très difficile. On a eu faim, oui. On avait un petit jardin. Mais à notre altitude, et compte tenu du sol ici qui est silicieux et donc pauvre, on ne pouvait cultiver que des pommes de terre ou des choses qui venaient compte tenu du climat. En 1944, j'avais 11 ans. Notre maman a été donc enrôlée pour éplucher des légumes et préparer la cuisinière roulante. À la mi-novembre, nous avons reçu l'ordre de quitter nos habitations et de rejoindre le centre-ville de Gérardmer, que le maire avait réussi à trouver un accord avec le commandement allemand pour préserver une zone délimitée par 4 rues, le centre vraiment de Gérardmer, où toute la population devait s'entasser. Nous avons dû quitter nos demeures et une compagnie du génie de la Wehrmacht est passée de maison en maison pour préparer l'incendie. Ils disposaient au pied des cages d'escalier tout ce qu'ils trouvaient dans les greniers, bois, du petit bois, des chaises, et constituaient, si vous voulez, une préparation où il n'y avait plus qu'à mettre le feu. Et quand ils ont fait le tour de la ville, il s'agissait donc de la périphérie de la ville et de tous les coteaux. La mise à feu a été très rapide. Il n'avait plus qu'à allumer, si bien que tout a brûlé pratiquement en même temps, à partir du jeudi 16 novembre jusqu'au samedi 18 novembre. Un immense incendie. J'ai vu brûler notre maison. Cette maison, donc, s'est trouvée dans le secteur détruit en novembre 1944, mais comme elle était de construction récente, elle n'a pas été rasée, elle n'a pas été détruite, elle a été mise hors d'eau. Ça a été, si vous voulez, la première opération de reconstruction, d'effectuer le tri des maisons récentes qui pouvaient être mises hors d'eau. À Berlin, les Russes éprouvaient des difficultés à faire la différence entre les soldats allemands et les prisonniers français, si bien que certains prisonniers français ont été prisonniers des Russes.
Ce fut le cas de mon père et du groupe qui était avec lui. Ils ont dû s'enfuir à pied, se cachant le jour, marchant la nuit pour rejoindre la zone de libération dans la région de Brême. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré très tard. Dans les jours qui ont suivi, il a voulu naturellement que l'on retourne à Gérardmer et nous nous sommes entassés dans la petite maison des grands-parents qui n'avait pas été incendiée. Il y eut certains moments de découragement en voyant la maison sinistrée et nous avons vécu donc là jusqu'à ce que notre maison soit réhabilitée. Donc la mise hors d'eau n'a pas tardé. Il y a eu un problème avec les matériaux. On ne trouvait pas les matériaux. Il n'y avait plus qu'une petite scierie qui était en état de fonctionner. Elle se situait entre Gérardmer et Granges au lieu dit Le Kerthoff. Et c'est là qu'on a pu avoir le bois nécessaire pour la charpente. Et pour les tuiles, ce fut encore bien plus difficile. Elles venaient de la Marne. Mon père avait fait lui-même certains travaux dans les ouvrages qui étaient réparables, en particulier sur les fermetures, sur les volets de protection, ou tout ce qu'il avait pu faire lui-même étant de métier, la plomberie. On avait réussi à trouver les matériaux nécessaires, même si parfois il a fallu faire le choix de faire de façon plus rudimentaire, peut-être plus simple dans le choix des matériaux, pour pouvoir être relogé plus vite. Ce fut par exemple le cas des parquets. Avant le sinistre, les parquets, c'était des parquets de chêne. On a dû remettre des parquets de sapin que l'on a trouvés localement. Et c'était comme ça, c'était un petit peu plus simple. Mais on était content d'être relogé. En France, la reconstruction des villes sinistrées a mis quelque temps à s'organiser. Moi, je suis au courant de tout le processus de reconstruction de la ville de Gérardmer par le fait que je sois entré dans un cabinet d'architecte comme apprenti fin 1948 à l'âge de 15 ans. Donc si je n'étais pas aux affaires, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Dominique Georget, George. Je suis né le 21 janvier 1947 à Jean-Ménil. Mes parents, alors mon père était menuisier à l'entreprise Scierie Aubry. Il était surtout spécialisé dans les huisseries et les cercueils. Ma maman était femme au foyer, mais elle tenait aussi une petite culture. J'ai connu le village en ruine, en pleine reconstruction, avec énormément de baraquements du MRU. Voilà. Le MRU, c'est tous les sinistrés pouvaient prétendre à avoir un baraquement, suivant leur fortune. Si c'était un cultivateur, il avait une baraque un peu plus grande qu'un ouvrier, et en attendant la reconstruction du village. Il y en avait dans le village 34 baraques comme ça. Donc le village lui était détruit en septembre 1944. Pendant un mois, il y a eu plus de 400 obus incendiaires par les Américains. C'est le seul village sur toute de Vosges Architecture Moderne, puisqu'on a été rattaché avec cette association, le seul village qui a été détruit par les Américains. Mon grand-père vivait dans une baraque.
Donc j'allais le voir, hein, puisque nous on habitait dans une maison en dur, et j'allais le voir au bout du village, puisqu'il avait une baraque, on allait le voir quand même, on allait manger avec lui. Alors, vous rentriez directement dans la cuisine, qui faisait office aussi de salle à manger. Il y avait une chambre et un petit débarras à côté. Et de l'autre côté, il y avait une grange où il pouvait mettre son cheval et sa vache. Parce qu'il était aussi en même temps cultivateur, mon grand-père. Voilà. Mais c'était très très petit, hein, les baraques. Hein. L'église était démolie, mais il y avait une chapelle provisoire. Il n'y avait pas encore la nouvelle école, puisque ici, la mairie, c'était l'école. Là, nous sommes dans la pièce, la cuisine de l'instituteur. Voilà. Et l'école était dans la salle des mariages. Voilà. Donc, je me souviens très bien de tout ça. Donc, la maison où on était hébergé, il y avait une rue, et il y avait la fromagerie en face. Et à côté de la fromagerie en face, il y avait déjà reconstruit par les dommages de guerre le foyer rural avec un soutien financier de la ville de Moulins. C'est pour ça que notre grande rue s'appelle rue de Moulins. La ville de Moulins nous a beaucoup aidé pour la reconstruction. Donc cette salle des fêtes a été faite avant l'école, avant l'église. Et juste à côté de la salle des fêtes, il y avait donc la chapelle, qui était pratiquement attenant à la nouvelle école. À mon époque, donc, une fois que l'église a été démolie pendant la guerre 44, il y a eu une chapelle provisoire, avec des cloches, non pas sur un clocher, mais par terre pratiquement. Et tous les baptêmes, les cérémonies se passaient dans la chapelle en attendant la reconstruction de l'église qui s'est faite en 1962. Et bien sûr, le patrimoine, je ne sais pas, c'est ancré. Quand on a vécu en voyant la misère des autres, parce que moi je ne me rendais pas compte qu'on était malheureux. Mes parents, ils travaillaient pour pouvoir subvenir aux enfants, mais nous on était ignorants de toute cette misère. Mais on jouait dans les vieilles maisons, on jouait dans les vieilles caves. Mais c'est pour ça que c'est resté ancré dans moi. Mais il y a d'autres personnes de mon âge qui ne sont pas intéressées au patrimoine. Voilà. On a voulu garder ce patrimoine. Oui, c'est une volonté du village, hein, de tous les maires qui se sont succédés. Hein. Chaque fois qu'on veut faire une construction, on le fait dans le style de la reconstruction. Comme l'agrandissement de l'école, on l'a fait, comme c'est un ensemble qui se lie avec la salle des fêtes et l'école, on a agrandi avec les mêmes toitures, les mêmes peintures de façade. Parce qu'on veut garder ce patrimoine. Je m'appelle André Tessier. Je suis né le 22 juin 1922 au Cluseau de Drou. La Haute-Vienne, il y a très peu d'industrie et il y a c'est l'agriculture. Mes parents étaient paysans, cultivateurs. Je me suis destiné bizarrement vers le bâtiment. J'y suis parti comme manœuvre. Et comme manœuvre pour démonter
les trottoirs et les caniveaux qui étaient à l'époque en pierre. J'ai appris le métier par, comment dirais-je, par le courage. J'ai commencé à 16 ans, et 16 ans, et j'ai travaillé dans cette entreprise à part l'année de la guerre. L'année de la guerre, le patron était mobilisé jusqu'en 42. Parce qu'en 42, dans la zone libre, il y avait les chantiers de jeunesse qui remplaçaient le service militaire. Alors j'ai fait mes 8 mois de chantier de jeunesse parce que c'était 8 mois sans permission. Et puis au bout des 8 mois, la demande de main-d'œuvre par les Allemands n'était pas respectée. Il y a eu une loi qui a été que la classe dont je fais partie, la classe 42 sans exception. Et là, bien évidemment, j'étais coincé. Oui, je m'étais évadé quand j'ai su que j'étais désigné. Et 3 jours après, il y avait les gendarmes à la maison. Et puis de là, je suis parti à la déportation, puis j'ai atterri en Pologne. Voilà. Et puis alors, évidemment, une fois entré chez nous, je suis resté à la maison, quoique je suis reparti travailler peut-être un mois après. Donc là, je m'étais embauché chez l'entreprise Couvriveau. Mais j'avais pas travaillé longtemps parce que très peu de temps après, j'avais été malade et j'avais fait une pleurésie. Et quand ils ont su que je pouvais retravailler, ils sont venus me relancer pour venir ici. Et alors, je suis arrivé ici, la première semaine, on m'aurait dit que je faisais pas l'affaire, je serais sûrement reparti. Parce que je vous garantis que c'était pas beau quand on arrivait à l'entrée du village, d'autant plus quand on avait vécu 2 années de déportation. Nous, l'entreprise Couvriveau est arrivée en septembre 1946. Sa première construction, ça a été la boulangerie de Bru et une ferme à Jabenil, jusqu'à Noël. La ferme de Jabenil, c'était la ferme Évon. Parce qu'à l'époque, le climat était loin d'être celui de maintenant. L'hiver, on ne pouvait pas travailler. Donc à Noël, on repartait dans notre Limousin natal. Alors ça a duré plusieurs années, mais moi je ne suis pas arrivé la première année, je suis arrivé la deuxième, c'est-à-dire au mois de mai 47, moi, l'année d'après, quoi. Et je vais vous raconter une petite histoire. Là, évidemment, je m'étais après assez bien plu parce que je m'étais marié à Jaménil. Et puis l'année de mon mariage, c'était en 49, mais il y avait le problème du logement. Et des logements, il n'y en avait pas. Et il s'est libéré à Jaménil une baraque. Et cette baraque, il y avait 3 demandes. Alors le maire de l'époque, je le dis maintenant parce que le pauvre, il est décédé, il me dit voilà, le problème. Il y a 3 baraques, il y a 3 demandes et il y a une baraque de libre. Et vous n'êtes pas enfant de Jaménil. Donc, je suis bien embêté parce que, en somme, je devrais donner la priorité aux enfants de Jaménil. Mais il dit d'un autre côté, on sait ce que vous êtes, on sait qui vous êtes et on a besoin de vous. Et si on vous donne pas de logement, vous risquez de repartir. Alors, il dit, je vais vous demander une chose. Il dit, ce logement, c'est moi qui décide, mais vis-à-vis de vous, il faudra dire que c'est l'équipement. Et comme vous êtes venu pour la reconstruction, l'équipement, évidemment, a un devoir de vous loger. Vous me demandiez si on était bien acquis. Là, vous voyez, on avait quand même tenu compte qu'on les avait aidés. Oui. Et puis, la plus belle preuve, c'est que, vous voyez que j'y suis encore. Eh bien, le pont n'était pas reconstruit. La Micheline qui venait de Nancy stoppait à l'arrivée de la rivière. Il fallait descendre, prendre ses bagages, passer sur une passerelle, et puis en reprendre une autre qui venait sur Saint-Dié. Eh ben oui. Et puis en arrivant ici, l'arrivée du village, avec des baraques en bois à l'entrée, mieux vous dire que, voilà, c'est tout ça. Et puis alors, de chaque côté, des tas de moellons, parce que les gens avaient déjà déblayé les ruines. Donc des tas de moellons, et puis quelques constructions. Mais l'église, il n'y en avait plus. L'école, il y avait quand même l'école des filles. Il y avait l'école des filles.
Oui, oui. La boucherie, il y avait encore l'abattoir. Il y avait une épicerie, la mère Guérard. Et puis alors les paysans. Il y avait 2 forgerons. C'est tout. Mais non, c'était assez triste. Et puis alors de plus, les logements, il n'y en avait pas. Et puis il y en avait encore moins pour les entreprises. Alors donc, j'ai atterri encore dans un baraquement. Là, j'ai eu un petit avantage. J'ai été chez Rémi qui s'appelait le chauffeur là. Et le chauffeur, il avait cédé sa remise. Donc c'était quand même un peu mieux. Mais j'avais des copains qui étaient dans des baraquements en bois. Évidemment, c'était logeable, mais l'avoir vécu en déportation et puis le retrouver encore là, j'aime mieux vous dire que... Hein? Et quand... alors là, alors de plus après, juste en face du cimetière, on nous avait donné pour nous installer à l'entreprise une maison qui avait servi de, comment dirais-je, de logement des prisonniers allemands, et puis qui était entourée de barbelés. Alors, quand on rentrait là-dedans, j'aime mieux vous dire qu'on n'était pas... Alors, ça nous avait servi pour la cantine. Parce que, à l'époque, les entreprises qui pouvaient venir, parce qu'ici, il n'y avait pas grand monde, les entreprises qui pouvaient venir ici, il fallait qu'elles amènent leur personnel. Mais le personnel, il fallait le loger et le nourrir. Il y avait tout ça. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à la Libération ici. Alors, c'était pas très encourageant. Donc voilà, ça c'est un bâtiment de la reconstruction. Ça là-bas c'est un bâtiment de la reconstruction. Le bâtiment derrière, la gare, le bâtiment là, tout ça était un bâtiment de reconstruction. Je m'appelle Marc Madédu, je suis maire de Saint-Léonard depuis 2008. Nous sommes devant la cure, ou derrière la cure, donc dans le jardin du curé. Il va être rénové. Nous sommes en train de décider quelle fonction elle va avoir pour pouvoir décider des formes et de l'aménagement. Nous avons pensé faire une salle des associations et une salle de réunion pour les personnes âgées, notamment les après-midi, pour qu'elles puissent venir jouer aux cartes ou faire des jeux et avoir un accès sur le jardin à l'extérieur qui demande à être aménagé également. Et là à côté donc Oui, la grille est jolie, dangereuse mais jolie, parce qu'il y a des pics dessus. Donc si on accueille des enfants, il va falloir qu'on modifie ça, pour éviter qu'un enfant se blesse dessus. Le mur de pierre sèche, donc il demande également à être embelli. Donc ça c'est pour la partie séparative des limites. Ça a été refait lorsque le prêtre occupait la cure, dans le cadre de la réhabilitation. Ça va sans doute être recouvert de bois. Alors aujourd'hui, le grès qui est apparent, qui est joli, on ne sait pas encore s'il va rester ou pas. C'est des blocs de granit. Je pense que ça a été fait avec les matériaux de la reconstruction. La cheminée est aujourd'hui occupée par les corbeaux. Elle va être, je ne sais pas si elle va être, je pense qu'elle sera supprimée. Parce qu'elle est quand même assez imposante. Et par une journée de fort vent, je ne sais pas si elle risque de tomber ou pas. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Le sous-sol, ça peut être un lieu de regroupement, un lieu pour le club ado qui aujourd'hui se réunit sous l'église. Mais le club ado n'a pas une salle propre à lui. Donc peut-être faire une salle propre au club ado. Pour l'instant, ce n'est que des projets. Le verger, donc les arbres, on va les tailler. Le mirabilier, là, on va le retailler pour qu'il redonne un peu plus de branches vertes. Le pommier, là, pareil, il est envahi par
le lierre. Donc on va regarder comment on va pouvoir enlever le lierre. Et les deux autres pommiers là-bas, ça représente des pommes qui sont anciennes, une race ancienne, et qu'on veut conserver ou qu'on va replanter, je sais pas, il faut qu'on regarde pour faire des arbres pareils. Ça peut être la partie qui montera à l'étage supérieur. Et pour l'instant, il n'est pas très accessible. Non, pour l'instant, il est occupé par une marthe. Donc ça, c'est une marthe qui a fait ça. Les martes aujourd'hui, on en a tout le long de la Meurthe. Et je pense que oui, ça va être un sujet, savoir comment on va pouvoir la déplacer et la ramener donc autour de la Meurthe. On lui fera pas de mal. On aime bien la faune sauvage à Salona. Témoin de la seconde reconstruction dans le parc des Ballons des Vosges. Une série documentaire réalisée par l'association Le Son des Choses en 2023 dans le cadre d'un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour valoriser la seconde reconstruction en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, les communes de Corcieux, Gérardmer, Saint-Léonard et Jean-Ménil. Avec le soutien technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Vosges, le soutien financier de la DREAL Grand Est et de l'association Vosges Architecture Moderne. Photographie de Julien Michel, voix off Laure Guillet, coordination du projet Mathilde Doyen. Un grand merci aux témoins Gérard Lemarquis, Simone Luce, Roger Michel, André Tessier, Georges Thiebaud, Dominique Georget, Marc Madédu et Antoine Pagnoux.